Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 17 mars 2025. Il est exactement 22h51. Alors je voudrais vous parler des événements qui secouent le monde en ce moment et qui sont assez complexes et dont je voudrais apporter mon interprétation personnelle. J'ai intitulé d'ailleurs cette vidéo La diplomatie du tango argentin. Nous sommes en présence, en fait, de trois acteurs principaux et d'un acteur secondaire qui était auparavant spectateur et qui veut maintenant devenir acteur. Nous avons la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, qui sont les trois acteurs principaux. Et l'Europe qui joue le rôle du spectateur trublion, qui vient s'immiscer dans la pièce principale qui s'était jusqu'à ce jour déroulée sans vraiment beaucoup de lien avec lui, si ce n'est de temps à autre quelques déclarations, quelques livraisons d'armes, plus ou moins obsolètes d'ailleurs, et des financements d'une relative importance. Donc les États-Unis, avec Donald Trump, qui a chevauché le cheval de bataille de la paix, après que son pays ait tout fait pour déclencher la guerre, semble bien décidé à arrêter cette boucherie. Je n'insisterai pas sur l'énorme ironie et l'énorme impudence de cette attitude qui consiste à se laver les mains des actes du président qui l'a précédé, ce qui est en effet contraire au principe même du droit international. Mais nous sommes coutumiers du fait de la part des États-Unis, qui savent très bien faire appliquer par les autres les règles qu'ils refusent de s'appliquer à eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, ne retenons que cette volonté d'aller vers la paix et voyons ce qu'elle cache. Car en effet, Donald Trump n'est pas motivé que par un sentiment d'humanité envers les Ukrainiens et l'Ukraine, mais comme beaucoup le soulignent, par le sens des affaires et le souci du redressement économique, social et spirituel des États-Unis. En face de lui, il trouve un Zelensky, otage des oligarques mafieux qui profitent avec lui de ce conflit pour détourner allègrement presque la moitié des aides qui sont allouées à l'Ukraine. Un Zelensky instable, drogué, vivant dans la peur de l'attentat, contrainte à inventer une fausse réalité de la situation, ce qui conduit inévitablement aux erreurs dramatiques et a pour conséquence le massacre de centaines de milliers de soldats ukrainiens, jeunes hommes et femmes massacrés inutilement sur l'autel de la corruption, de la soif de pouvoir, de l'ego surdimensionné, des intérêts de grands groupes internationaux qui en sous-main actionnent les ficelles des marionnettes qui s'agitent au-devant de cette scène macabre, hallucinante et horrible. Arrêter la guerre, c'est signer son arrêt de mort. Il sait que Trump va essayer par tout moyen de le contraindre. Il lui faut trouver une manière de faire comme si, faire semblant. Dans le bureau ovale, il s'est laissé emporter devant les paroles dures de ses interlocuteurs. On ne l'avait jamais traité ainsi. Lui, le nouveau Churchill. Rentré en Ukraine, on l'a vite remis dans l'axe. Il doit finasser, ne pas passer pour celui qui refuse la paix. Pour les terres rares, pourquoi ne pas signer l'accord? Il n'y en a presque pas en Ukraine. Seulement quelques minerais intéressants mais susceptibles d'être pris ailleurs dans le monde, sans grand intérêt. Trump propose un cessez-le-feu. Pour lui, c'est du pain béni. Ses troupes sont encerclées à Koursk. Elles sont enfoncées un peu partout sur le front. Par ailleurs, Trump n'a pas assorti le cessez-le-feu
d'une suspension de l'aide des États-Unis. Zelensky comprend vite que Poutine n'acceptera jamais cette proposition. Lui, il l'accepte. Mais pourquoi Trump a-t-il proposé un tel plan? Il n'est pas possible qu'il ait cru un seul instant que Poutine accepterait. Aurait-il donc fait cette proposition pour la frime? Pour amuser les galeries? Pour montrer que lui, il veut la paix, mais que c'est Poutine qui refuse? Ce qui lui permettrait de s'en laver les mains et de se retirer définitivement de ce conflit qui, quoi qu'il en dise, a tout de même permis aux États-Unis de détruire l'Europe pour un paquet d'années. Nous avons ainsi deux protagonistes mus par des sentiments totalement contraires à ceux qu'ils laissent apparaître au grand jour. Une réelle mascarade, une tromperie, un théâtre d'ombre, illusion et perfidie. Pendant ce temps, des jeunes hommes meurent à chaque minute, hachés par la mitraille, par les énormes bombes FAB, obligés de se terrer car n'ayant pas pu faire retraite à temps. Il fallait tenir pour satisfaire l'ego de Zelensky, pour essayer de tromper le monde et ses médias. Et dans tout ce genre, et dans tout ce délire dramatique et mortifère, que fait Poutine? Cet homme qui préside depuis plus de 20 ans aux destinées de son pays, qui l'a redressé économiquement, qui lui a redonné espoir, une envie de vivre, un sentiment national, une spiritualité, une structure familiale. Cet homme qui a su s'entourer d'hommes compétents, honnêtes, aimant leur pays, est proche d'une éclatante victoire. Non pas sur l'Ukraine, mais sur l'OTAN, sur un ensemble de pays d'Europe et sur les États-Unis. Ses troupes ont détruit à 3 reprises l'armée qu'on lui opposait. Et des milliers de soldats ukrainiens, des mercenaires étrangers, des militaires d'actifs d'armées étrangères sont maintenant encerclés. Son pays, sujet à des milliers de sanctions, a su résister à merveille. Il a su prendre son autonomie dans plusieurs domaines et ne dépend plus de l'Occident. Il a su tisser des alliances avec les BRICS. Et la Russie compte devant le monde et est respectée par les 3/4 du monde. On lui propose de cesser le feu et on attend qu'il le refuse. On a oublié ou on se complaît encore dans le narratif d'un Poutine débile, malade, mais en bon joueur d'échecs, il va encore surprendre. Il accepte. À plusieurs reprises, il scande, nous sommes favorables à un cessez-le-feu. Mais, et il y a un mais, qu'il va développer afin de bien montrer le ridicule de la proposition telle qu'elle est envisagée par les États-Unis. Il va montrer que le cessez-le-feu, s'il était appliqué, tel que proposé, entraînerait une situation inacceptable quant à la libération de soldats qui se sont rendus coupables de crimes de guerre dans l'oblast de Koursk. D'autre part, comment assurer le respect de ce plan sur un front de 2000 kilomètres? Il va ainsi habilement renverser la situation en ne refusant pas ce plan de paix temporaire, mais en montrant toutes les failles qu'il comporte. Et que fait l'Europe pendant ce temps? Cette Europe qui était aux ordres des États-Unis sous Biden et qui s'est retrouvée en quelque sorte cocu après l'arrivée de Trump. Que se passe-t-il? Le fameux État profond qui tirait les ficelles aux États-Unis a vu ses tentacules coupés et ses relais désactivés, du moins en partie. Il va donc se replier sur l'Europe et continuer son action de nuisance et de perversion dans tous les organes de décision de l'Union européenne, qui étaient déjà très largement gangrenés. Il faut empêcher l'arrêt de la guerre, ou du moins la freiner, au maximum. Il faut récupérer de l'argent pour financer ces actions. On va donc faire comme d'habitude, agir sur la peur, et la Russie va servir du virus. On avait bien réussi avec le virus, on va continuer avec la Russie, qui ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, mais sera bientôt à Paris. Trump nous empêche de finaliser notre emprise sur les États-Unis, on va donc s'en tenir pour l'instant à l'Europe. On va terroriser les peuples européens
avec l'idée d'une intervention sur le sol ukrainien. Quand les peuples seront bien terrifiés, on mettra en place le financement d'une force d'intervention avec la captation de l'épargne, qui est une manne dormante et improductive. Cette manne nous permettra de financer encore les matériels nécessaires pour continuer la guerre autant que faire se peut. Nous pourrons également financer des mercenaires si cela s'avère nécessaire. Trump, qui se sera retiré officiellement du conflit, ne sera pas opposé à vendre des armes à l'Ukraine dès lors que le paiement sera assuré. Ce sera tout bénéfice pour les États-Unis. L'Europe, dont la France ainsi que l'Allemagne, pourront aussi en profiter et vendre leurs armes. Tout cela n'est possible que par l'accomplissement total de notre mainmise sur l'Europe. Nous devons terminer l'application du BDE, bouclier démocratique européen, et de l'élection des dirigeants tels que nous le souhaitons. Nous devons également finaliser l'euro numérique de banque centrale, qui nous permettra de parachever notre œuvre. Voilà succinctement ce qui me paraît le plus probable. Nous assistons à une diplomatie de tango argentin. Un pas en avant vers les bons sentiments, deux pas en arrière vers les sentiments cachés, inavouables, qui sont les seuls qui les guident. Les peuples suivent, ballottés dans un tel maelstrom qu'il est bien difficile de s'en faire une idée claire. Ce qui est toutefois très clair, et devrait l'être pour tous, c'est que vos libertés, vos vies, vos pensées, vos désirs, vos envies ne vous appartiendront bientôt plus si vous restez encore longtemps apathiques, soumis et gênants dans vos petits cocons familiaux. Vous aurez alors tout le temps, pour longtemps, la seule activité qui vous restera permise, vous souvenir du temps où vous étiez libre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, peut-être.